Bonsoir à tous déjà. Alors moi je vais vous présenter une refonte d'application web. C'est une application de... On ne voit pas les textes. Ah pardon. C'est la magie. Donc une application de formation à l'anglais principalement, on va le détailler après. Et je vais vous montrer comment le web design, la refonte et la partie web design a pu apporter des fonctionnalités, a pu aider à mettre en place des fonctionnalités. Et donc rapidement, je travaille chez WixiWeb. On conçoit des applications web sur mesure. On fait la partie conseil, conception, développement, aussi bien pour des startups que pour des entreprises qui ont besoin d'interconnecter des systèmes, de développer des applications métiers. Moi particulièrement, je suis un peu, je sais pas. Je ne sais pas où je me situe, je fais du développement, du design, de l'intégration, de la gestion de projet, du conseil, un peu tout. Donc ce qu'on va voir, je vais vous présenter l'application, le concept initial, la V1 on va dire, de One-to-One English, voir ensemble les objectifs de la refonte pour qu'on arrive à une V2, une V3, voir ensuite du coup comment le design a pu pousser certaines fonctionnalités. Et ensuite, si on a le temps, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, un bonus sur un peu le processus de création, de conception. Ou pendant les questions si jamais. Donc ça, là, ce que vous voyez, alors je suis un peu grand, je ne sais pas si je dérange. Ce que vous voyez là, donc c'est le design de la V1. Donc la V1, à la base, c'était une start-up, il y avait assez peu de fonctionnalités. Ils étaient 3 associés au départ. Aujourd'hui, il y a à peu près, si on compte avec les professeurs, ça a à peu près 80 personnes dans l'entreprise. Donc cette V1, il y avait assez peu de fonctionnalités. C'est pour ça qu'on les a bien mis en avant dans un menu, mais il fallait un peu combler la plateforme. Là, je vous montre des exemples de prototypes de l'époque pour voir des fonctionnalités clés. Donc typiquement, là, on a la réservation de cours. Donc, voilà, déjà je ne vous ai pas dit ce que faisait la plateforme, peut-être commencer par là. La plateforme, en fait, le côté apprenant, ça sert à réserver des cours, à retrouver ses rapports de cours, pour pouvoir travailler, faire des cours d'anglais avec des professeurs qui sont à distance. Donc là, je choisis mon professeur, typiquement. J'ai ensuite une deuxième étape où je configure mon cours, à quelle date, quelle durée. Et ensuite une troisième étape où là, je vais pouvoir mettre quelques infos à mon professeur pour qu'il puisse me contacter. Donc ça, c'est des cours, à la base, c'était que des cours par téléphone, donc des cours à distance. Ensuite, on avait des fonctionnalités classiques comme lister la liste des cours pour pouvoir les annuler, les modifier et consulter des rapports de cours. Un rapport de cours, donc on peut voir par exemple que c'est assez classique avec des documents de travail. Et là, on a quasiment fait le tour de la V1, parce qu'après, il y a la partie évaluation de compétences, connaître son niveau d'anglais. Et la partie diagnostic, voilà. Donc mon niveau d'anglais sur la V1, c'était assez simple. J'ai un niveau écrit, un niveau oral, une note sur 5, et ça permet de se situer. Maintenant, du coup, ces fonctionnalités initiales, ça a permis de lancer l'entreprise, de vendre des formations et d'appliquer le métier de l'entreprise. Mais il y a eu d'autres besoins qui sont arrivés, et c'est pour ça qu'on est parti sur une V2, une V3. Il y a eu plusieurs versions, donc là je vous fais un package de la V2 3.4 qui va arriver. Voilà, donc quelques objectifs. Alors j'ai juste distingué les objectifs, c'est-à-dire ce qu'on va fournir à l'utilisateur, des intérêts qui sont eux plutôt des objectifs de l'entreprise. Parce que voilà, il faut concilier les besoins de l'entreprise et les besoins de l'utilisateur. Donc côté utilisateur, on a voulu mettre en avant sur cette nouvelle V2 le côté humain. Parce que One-to-One, donc il y a plusieurs collaborateurs, donc il y a des professeurs, mais il y a aussi des coachs qui vous suivent, qui vous aident à prendre votre formation. Et tout ça, ça n'apparaissait pas sur la première plateforme. Qu'il y ait personne ou qu'il y ait du monde derrière, on ne le voyait pas. Offrir également un suivi de formation, parce que sur la première version, on prenait des cours, mais on ne savait pas où on en était dans la formation, on ne savait pas si on avait évolué ou si on était bientôt sur la fin de formation. Une interface personnalisée. Alors, ce n'est pas juste un mot-clé, c'est vraiment personnalisé aujourd'hui. 2 personnes qui se connectent n'ont pas la même interface, suivant leurs objectifs, suivant le type de formation, suivant où elles sont dans la formation aussi, ça évolue. Donc ça, en termes de design, ça a pas mal d'impact. Aller vers l'utilisateur, ça c'est un point aussi important. La première version
il y avait un budget assez serré, donc on a mis en place les fonctionnalités nécessaires au lancement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire le minimum, et ils pouvaient le faire en allant faire les fonctionnalités, en allant réserver un cours, en allant voir leur cours. Dans la nouvelle version, on va pousser les infos, c'est-à-dire qu'on va leur dire « Tiens, il faut réserver un cours parce que ça serait bien pour ta formation. Tiens, tu as eu un rapport de cours qui est sorti, il y a un diagnostic qui est prêt. » ou voilà. On remonte les infos à l'utilisateur, on va lui recommander des choses pour qu'il puisse faire sa formation comme il faut. Des nouveaux modes d'apprentissage, on va passer rapidement. Et le point aussi important, c'est pouvoir réaliser des audits beaucoup plus poussés que le diagnostic que je vous ai montré avec 2 notes sur 5. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des audits qui collent aux standards connus comme les TOEIC ou les choses comme ça. Donc là, il a fallu bosser dans ce sens pour avoir une application un peu poussée. Dernière slide avec plein de blabla, et après, je vous montre des écrans. Donc l'intérêt, là, c'est plutôt l'intérêt pour la société One-to-One English de faire cette refonte, satisfaire des nouveaux clients et aussi aller chercher des grands comptes qui font des appels d'offres avec plein de critères assez poussés dans la demande, d'avoir leur propre formation, propre programme de formation, d'avoir voilà, des choses un peu particulières, donc aller vers ça. Pour monter aussi des partenariats commerciaux avec d'autres acteurs de la formation. Développer le service à l'international, puisque la première version était uniquement en français. Donc ça, c'est plutôt une refonte technique, mais c'est vrai qu'il y a quelques impacts quand même sur l'interface. Faire évoluer l'offre, bon, ça on verra en détail. Améliorer la prise de cours, parce que c'est vrai que une société qui fait de la formation, elle est rentable que si elle délivre des formations. Donc le fait qu'il y ait des inscrits à la plateforme qui ne prennent pas leur formation, qui ne prennent pas leurs cours, ça pose des soucis pour l'entreprise. Donc c'est vrai que ça, c'était un des axes aussi de développement, c'est de faire en sorte qu'on facilite la prise de cours et qu'on encourage à la prise de cours. Et enfin, obtenir des retours utilisateurs. Alors, il y a plein d'autres objectifs, je ne les ai pas tous mis, mais là, c'est celui que je vais vous présenter. Les feedbacks utilisateurs pour être capable de dire tel prof fait bien son travail ou a besoin de s'améliorer. Des retours aussi sur la plateforme, est-ce que la nouvelle plateforme fonctionne bien pour les gens. Et voilà, donc le redesign, je ne sais pas si ça se dit. Premier axe, humaniser la plateforme. Donc je ne sais pas si vous avez en tête celle que je vous ai montrée juste avant. Là, on arrive sur la nouvelle plateforme. Alors là, j'ai mixé des captures de la version actuelle, des prototypes, voilà, un peu de tout. Je n'avais pas forcément tous les éléments en prod aujourd'hui. Là, typiquement, ça c'est un prototype qui nous a permis de savoir comment axer le nouveau design. Donc là, dans le principe, on indique bien qu'il y a un coach, c'est votre coach. Durant la formation, il va vous parler. Donc, il va vous parler, il ne va pas forcément s'adresser à vous, mais c'est en fonction de là où on est dans la formation, on va avoir des messages qui vont s'adapter, qui vont, par exemple, dans le cas, le Lorem Ipsum, il va nous inviter à réserver un cours, mais ça peut être nous inviter à remplir le questionnaire satisfaction en fin de formation, par exemple. Voilà, ces messages changent. Il pourra être joignable par chat, par téléphone, parce qu'on affecte un coach à chaque apprenant. Donc chacun a son coach. Et en plus de ça, on va mettre sur la plateforme des avatars. Donc celui-là, c'est pas un avatar final, mais on verra les autres après. En fait, chaque professeur aujourd'hui a un avatar qui le représente et qui permet à l'utilisateur de bien identifier ses professeurs et de les retrouver facilement sur la plateforme. Rapidement, voilà, il y a d'autres services après, mais on le verra au fur et à mesure des captures. Donc ce que je vous disais sur le professeur, typiquement une page, une liste professeur simple, ça donne ça. Donc voilà, ce professeur existe vraiment. Il ressemble sûrement à ça, je ne les ai pas tous vus. Ensuite, sur la partie personnalisation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait l'interface, elle change en fonction des apprenants, en fonction de là où on se trouve. Typiquement, là je commence une formation, j'ai un bloc à droite qui me dit faites vos premiers pas et avancez, et qui me conseille d'aller passer, là typiquement, d'aller définir mon programme de formation. Ça, les autres n'ont pas forcément quand ils sont à un endroit plus avancé dans la formation. Du coup, on a un jeu de blocs qui peut se déplacer en fonction de là où on est pour avoir un équilibre, pour ne pas avoir une sidebar énorme et rien au centre ou des choses comme ça. Donc là, ce qui est important pour moi, c'est de bien comprendre le déroulé de ma formation quand je commence et de savoir ce que je dois faire pour commencer dans la formation. D'autres personnes qui sont déjà dans la formation, en cours de formation, eux vont pas avoir ça, ils vont plutôt avoir la réservation de cours en premier,
l'avancement de la formation un peu plus en avant et d'autres conseils. Donc ça, c'est juste la homepage. Hein. Après, il y a plein de choses derrière, mais ça vous donne un exemple de concept. Donc ça, c'est vraiment faisable en fonctionnant avec des blocs. Si on fonctionne avec des designs un peu différents, on aura des soucis, parce que là, il suffit juste de bouger les blocs. Il y a un système de grille, Bertrand vous en parlera tout à l'heure. Et on respecte aussi un rythme vertical, ce qui fait qu'on a systématiquement les blocs qui arrivent au même niveau en termes de niveau horizontal, du coup. Les lignes collent. Sur le suivi de la formation, donc, je vous disais, les apprenants ils sont un peu perdus sur la première version, ils réservent des cours, mais ils peuvent prendre leurs cours quand ils veulent, il n'y a pas vraiment de suivi. Sur cette nouvelle version, on va utiliser des visuels pour leur donner un suivi. Là, typiquement, sur cet apprenant-là, on voit son temps de connexion sur la plateforme et on voit également son temps de travail en ligne. C'est la partie bleu foncé. Donc là, on sait qu'il a été plutôt actif sur cette période-là. On voit qu'il est plus actif, mais tout simplement parce que sur l'autre graphe, on voit qu'en fait, il a 99% d'avancement de sa formation et qu'il a réalisé 100% de ses cours. Donc au final, il est bien. Une formation qui commence à un instant, qui finit à un autre instant. Avant d'arriver au bout, il a déjà réservé tous ses cours, donc lui, il est très bien. On va avoir d'autres cas après où les gens sont un peu moins bien. Donc ça encore, ces objectifs-là, ça dépend du type de formation. Une personne qui a moins de formation téléphone, plus de formation en ligne, va avoir une autre jauge qui va indiquer le temps de travail en ligne, avec des objectifs de temps de travail. Donc ça, c'est un autre exemple. Pour revenir sur le besoin utilisateur, la première version, il faisait ses cours et puis il voyait après avec son professeur sur quoi il allait travailler, parce que le programme, c'était un peu un programme type de formation. Aujourd'hui, on a vraiment recentré ça sur le besoin utilisateur, donc ça permet de répondre aussi aux grands comptes qui ont des besoins hyper particuliers. Et voilà, donc là maintenant on demande dès le début les préférences, alors vraiment très simple, mais déjà son métier et son secteur d'activité. Et à partir de ça, on va pouvoir personnaliser des choses dans l'interface. Je prends un exemple, si je suis en train de créer mon programme de formation, donc là je commence une formation chez One to One English, je vais définir sur quoi je veux travailler durant mes 20 ou 30 heures de formation. Comme j'ai choisi avant, si on reprend, j'ai choisi ingénieur pharmaceutique, chimie, biologie. Quand je fais mon programme, il me remonte dans les propositions anglais du quotidien, gestion de projet, médical santé, chimie, voilà. Donc ça, c'est des programmes tout faits. L'utilisateur peut choisir un des programmes conseillés, peut choisir un autre programme, il n'est pas obligé de faire un truc dans son domaine, et peut aussi aller personnaliser un programme et choisir vraiment les modules qu'il veut. Donc là, voilà, la grosse nouveauté, c'est qu'on va vraiment lui proposer de créer sa formation et de définir ce qu'il a envie de faire, alors qu'avant c'était vraiment une discussion avec le prof, et s'il change de prof en cours de route, c'était un peu plus dur de suivre ce qu'il voulait faire. Donc là, voilà, j'ai choisi gestion de projet, on me propose un programme type, en bas on le voit pas très, en haut on le voit pas très bien, on peut en plus personnaliser ce programme, et passer du coup sur un modèle où on choisit vraiment ce qu'on fait. Donc là, sans entrer dans les détails, on a redécoupé les modules en plusieurs sections, les modules métiers, donc comme informatique, des modules compétences, donc là c'est vraiment avoir une nouvelle compétence, et il y a des modules qui vont passer, qui vont changer, mais tout cela, qui sont des modules liés à des zones géographiques en fait. Donc ça c'est plus pour les personnes qui voyagent ou qui travaillent à l'étranger. Donc voilà, donc vraiment axé sur l'utilisateur. Maintenant, un des soucis de la première version, ce que je vous montrais tout à l'heure, les diagnostics sont très simples, une note sur 5, ce qui permet d'évaluer le niveau, mais d'un prof sur l'autre, je passe de 4 à 5, le gars il vient de moyen à super balèze en fait. Donc c'était assez dur de jauger, et il n'y avait pas non plus de grille bien définie d'un prof à un autre, on pouvait être plus ou moins bien noté. Donc là on est vraiment parti sur une réflexion globale sur les audits, on a cadré au référentiel européen sur tout ce qui est langue. La problématique qu'on a eue là-dessus, c'était de rendre une interface claire pour l'utilisateur, mais surtout claire pour la personne qui va noter l'élève, afin que le niveau représente vraiment son niveau et qu'il n'y ait pas de petites variantes ou des choses, parce que là on est du coup sur une note sur 100, donc vous allez voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de cas. Donc là je suis sur un audit d'anglais, j'ai évalué mon niveau. Je sais du coup que je suis en niveau B22, donc ça c'est un référentiel européen, cette notation-là. Et j'ai le détail qui est beaucoup plus précis que tout à l'heure sur où est-ce que je dois m'améliorer et quel niveau j'ai pour chacune des compétences.
Si on regarde le deuxième niveau, là maintenant, je vois qu'en fait, en termes de vocabulaire, je suis pas mal, je suis C1, et j'ai une indication sur ce que je dois améliorer. À côté de ça, j'ai une autre indication, le acquis, qui me montre si... dans les niveaux, il y a plusieurs niveaux en fait. Quand je suis C1, je peux être C1, 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 et ça c'est un niveau d'acquisition. Donc du coup, avec ce jeu de couleurs et dispositions, on voit un niveau global, un niveau par catégorie, et ensuite on va détailler, et plus on descend, plus c'est précis. Donc là, ça a l'air assez clair, mais quand on regarde les tableaux de base qu'on avait avec toutes les possibilités, c'était vraiment très complexe. Donc pour rendre ça facile, on a dû vraiment réfléchir à comment mettre en avant les choses. Typiquement, le acquis en début d'acquisition ou les choses comme ça, c'est pas forcément cadré, on l'a mis en place comme ça pour que ce soit lisible par quelqu'un qui ne connaît pas ces référentiels. À droite, on peut voir qu'on montre graphiquement assez facilement l'évolution. On peut voir entre un premier audit et l'audit qu'on voit ici, s'il y a une progression ou une régression. Ouais, j'ai régressé. Bon. Et enfin, en fin d'audit, on montre du coup la note, la note européenne avec des équivalences en fonction des autres niveaux. Et la note One-to-One English, qui est le 71%, ça c'est leur note interne parce qu'on note sur 100. Donc ça maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on l'a mis en place côté teacher, côté enseignant. Voilà, donc ils sont capables sans aucune connaissance, alors j'exagère parce qu'ils ont des connaissances là-dessus, mais on est parti du principe qu'un professeur n'était pas forcément un enseignant, n'était pas forcément une personne qui savait faire ça. Ça peut être des professionnels dans certains domaines, si vous faites des formations pharmaceutiques, ça peut être un professionnel de langue anglaise qui vous forme à l'anglais. Donc du coup, dans ces cas-là, faut limiter l'interprétation de la personne. Donc là, on a plusieurs jauges. Alors, on ne le voit pas trop sur le haut, mais en fait, il y a une progression. Si j'augmente la barre, elle va changer de couleur. Donc, je passe de A1, A2 jusqu'à C2 pour chacun des niveaux, ce qui me permet de donner une note sur 100. Quand on joue avec cette jauge-là, celle de gauche, il y a des jauges qui sont plus précises à droite. Il y a le level qui passe de débutant, intermédiaire et avancé. Et il y a aussi la progression. Ce qui fait qu'avec ces jauges-là, on a vraiment un truc sur 100. Donc la grosse, la moyenne et la petite jauge font qu'on arrive à avoir un truc précis. Et pendant qu'on est en train de changer ça, je pourrais vous faire une démo si vraiment on a le temps après, il y a la description qui change. Donc quelqu'un qui connaît les référentiels anglais, lui il va avoir une lecture avec les niveaux qu'il connaît, C1, C2, tout ça, et puis il va ajuster après. Celui qui ne connaît pas les niveaux, il va pouvoir se référer aux autres indications. Donc on a comme ça réussi à rendre un tableau qui est très très complexe sur une interface assez simple, et tout le monde peut noter en fonction de ses compétences. Au global, ça nous donne un niveau, et du coup, on sait même le niveau de la personne à ce niveau-là. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, ils peuvent retélécharger tout plein d'indications pour y aller. Donc ça, c'est aussi important quand on conçoit des applications, c'est vraiment informer l'utilisateur au bon moment pour qu'il puisse réaliser la tâche qu'il doit faire. Donc ça, c'était vraiment la grosse contrainte là-dessus. Ensuite, donc, un des nouveaux objectifs, c'était de pusher l'information à l'utilisateur. Donc, au lieu de l'obliger à se connecter régulièrement pour aller récupérer ses données, on va mettre en place plein de choses qui vont faire qu'il va revenir plus souvent, il va passer plus de temps sur la plateforme, et du coup, il aura un meilleur suivi, une meilleure qualité de formation. Pour ça, on va utiliser des notifications mail et aussi des notifications sur l'interface. On va recommander du contenu. Donc avant, il devait chercher son contenu. Maintenant, on va lui dire tiens, il y a des vidéos d'actualité sur tel et tel événement. Tu peux te former avec une vidéo, ça peut être sympa. Du contenu récent, pareil, on va le mettre en avant. Comme ça, il a le choix d'aller dessus. On va lui proposer aussi des synthèses. Alors, les synthèses, typiquement, c'est avant, il recevait des rapports de cours avec des documents. Maintenant, on va faire une synthèse. Tous mes documents sont là, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, et comme ça, il peut travailler. Donc, typiquement, c'est l'exemple que j'ai après. Si vous vous rappelez sur la première application que j'ai passée rapidement, dans un rapport de cours, j'avais 3-4 documents à chaque rapport de cours, sauf qu'au bout de 20 ou 30, il faut que je reprenne tous mes rapports pour retrouver mes documents. Là, on leur a créé une bibliothèque de documents où ils retrouvent tout ce qui a été envoyé par les professeurs au fur et à mesure de la formation, avec une indication sur le type d'élément, s'il a vu, pas vu, et en haut, on retrouve aussi le nombre de documents qu'il a lu, pas lu, comme ça il sait un peu où il est, et il n'a pas besoin d'ouvrir tous les rapports de cours pour retrouver ça.
Ensuite, là, je vais un peu plus loin sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, la version actuelle, c'est ça. Il y a des ressources, on a nos ressources envoyées, mais ça se limite à ça. Là, on va évoluer vers une plateforme où on va vraiment mettre beaucoup plus de ressources en ligne. C'est que même si mon professeur... Vas-y, ça marche. 9 minutes 5. Du coup, voilà, on va vraiment pousser plus de données et on va vraiment créer une base documentaire plus beaucoup plus d'exercices en ligne, interactifs, tout ça. Donc là, on est retourné sur un prototype. Hein, vous ne voyez pas trop la différence. C'est justement parce que pour ce qu'on parlait, je ne sais plus qui, avec Mathieu tout à l'heure, pour qu'ils puissent valider plus facilement certaines interfaces, on a mis de côté le wireframe vraiment noir et blanc, fil de fer, et on a mis quelques éléments graphiques pour qu'ils puissent se retrouver sur l'interface actuelle. Donc ça, c'est un prototype. Typiquement, ce prototype-là, il montre juste comment on va structurer toutes ces données. Donc là, on va avoir plein de documents. Il faut essayer de concevoir pour que les documents puissent être retrouvés facilement. Donc sur cette version-là, on s'est dit, on va d'abord faire moi, ensuite on va faire ce qui pourrait m'intéresser, et enfin on fera toute la bibliothèque si tu veux rechercher dedans. Donc la première section, ça va être mes documents, les trucs qui m'ont pas été envoyés mais que j'aime bien, ou ceux que j'ai ouverts récemment. Donc quand je dois travailler dans la synthèse, je retrouve ça facilement. En deuxième, je vais avoir plutôt des recommandations, parce que j'ai dit tout à l'heure, on va pousser du contenu. C'est pas encore le sien, mais il peut aller faire un exercice ou aller lire un document de travail, ça c'est important pour lui. Des vidéos d'actualité ou les nouveautés. Et enfin, je suis pas sûr de l'avoir, donc j'ai pas fait de capture. S'il veut vraiment aller chercher des documents, c'est dans la troisième section. Donc comme ça, on a une hiérarchie dans la page et on arrive à pousser des informations, des documents, des exercices, des choses comme ça, sans que ce soit trop imbuvable pour l'utilisateur. C'est un peu le même concept que sur les stores. En fait, il y a des centaines de milliers d'applications, mais quand vous l'ouvrez, vous ne les voyez pas. C'est vraiment des recommandations et des choses qui vous sont proposées. Ensuite, sur la partie feedback, au tout début, ils envoyaient des mails de satisfaction et ils faisaient un Google Form pour obtenir des retours utilisateurs. Sur cette version, on a essayé de concevoir en se disant le feedback, il faut l'intégrer au bon moment, dans les bons contextes, pour qu'il puisse être fait. Donc là, typiquement, sur une liste de cours, on a mis un petit bouton feedback à droite qui, en plus, prend une couleur, ce qui fait que les gens qui sont un peu maniaques vont avoir envie de tous les mettre dans une couleur. Donc du coup, on va essayer de leur donner envie d'aller noter leur cours. Et en plus, ils peuvent voir, du coup, s'ils sont plutôt satisfaits. Non, t'as pas envie d'aller les noter? Voilà, donc ça... Pardon? C'est le petit macaron. Ouais, c'est le petit macaron. Là, on voit typiquement, d'ailleurs, que j'ai un souci de prise de cours, là, parce que je suis à 60% de prise de cours, alors que ma formation est arrivée à 100%, donc là, c'est pas très bon. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi mis des petits badges en haut pour le système de notification. Si on a un document qui est arrivé dans l'arborescence, on est notifié. Donc ça, vous avez un peu l'habitude, sauf si vous ne connaissez pas Facebook ou les réseaux sociaux. Voilà, donc après, dans d'autres contextes, on va réussir à glisser aussi ce feedback. Là, typiquement, bon, ça c'est quand on clique, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Là, je suis dans un rapport de cours, donc je viens de faire mon cours. Bah là, effectivement, je vais aussi glisser mon petit feedback. Donnez-nous votre avis, là, il est à droite. Pour qu'on puisse avancer. Et après, on a des liens, par exemple. Alors là, je l'ai ouvert, de base, c'est fermé. Mais un petit truc global, si vous avez un avis sur la plateforme, c'est un peu secondaire. On ne peut pas pousser l'utilisateur à faire ça, mais s'il a envie, il y a encore un lien à ce niveau-là. Donc on joue sur ces contextes. Hein. Quand je suis vraiment dans le cours, j'y vais, je mets un gros truc. Quand je suis en train de relire mes cours, bah, je joue sur le fait que j'ai envie de voir où j'en suis et je joue sur ce contexte-là. Et puis là, c'est un peu secondaire, mais si à ce moment-là, j'ai envie de savoir de donner mon avis, je peux le donner. Je crois qu'on arrive vers les derniers objectifs, augmenter la prise de cours. Là, on va essayer d'engager l'utilisateur pour qu'il aille dans ce process-là qui était un peu compliqué. Tout à l'heure, je l'ai fait en 3 étapes. Je choisis le prof, je choisis l'horaire et ainsi de suite. Là, on va simplifier ce parcours et on va aussi engager plus rapidement l'utilisateur. Donc là, j'ai fait une capture un peu zoomée de la page d'accueil. On voit en fait ce petit widget de réservation de cours qui se trouve directement sur la page. Avant, c'était un bouton réserver un cours. Maintenant, c'est directement un truc qui vous invite à mettre une date.
quand vous saisissez une date, alors déjà c'est voir les disponibilités, c'est pas rechercher. Je sais déjà que je vais arriver sur quelque chose qui m'intéresse. Quand je mets une date et que je valide, on arrive directement à l'étape 2, voire 3 du processus qu'on avait tout à l'heure et qui a un peu évolué. Donc voilà, là j'ai mis une date, je vois directement toutes les dispos de tous les professeurs qui m'intéressent et c'est ensuite que je peux filtrer. Avant c'était, je mets tous mes critères et j'ai le résultat. Maintenant c'est je vous propose directement un résultat et je filtre après si je veux plutôt faire ça en demi-journée, enfin le matin, si je veux plutôt tel professeur. Et je peux réserver du coup mon cours directement en un clic, une demi-heure ou une heure. Ensuite, la fiche a un peu évolué, mais ça, c'est pas très important. L'axe développé à l'international, là, c'est rapidement le point que je veux vous faire part là-dessus, c'est se dire attention aux zones de texte. Là, typiquement, j'ai pris la plateforme en italien. On voit que le menu, on l'a fait pour que ces textes italiens puissent rentrer. Demain, si le client me demande un nouvel item dans le menu, déjà, souvent, ils ne demandent pas parce qu'on a conçu ce menu pour que tout rentre, mais si jamais ça arrive, on leur dira non parce que ça ne rentrera jamais en italien en fait. Donc, c'est des problématiques qu'il faut gérer, comme typiquement ce tooltip, on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans, donc faire attention comment on l'affiche ou qu'il puisse se mettre à gauche, à droite. C'est plus des problématiques d'intégration là, mais c'est à prendre en compte. Voilà pour ça. Ensuite, le design, vous n'avez pas trop vu sur la première capture, mais le design avant était assez imprégné de la charte graphique de l'entreprise. On a épuré tout ça pour pouvoir faciliter l'intégration de nouveaux partenaires. Donc, typiquement, si One to One English fait un partenariat avec NWX pour des formations, on pourra avoir une plateforme qui ressemble à ça. Ça, c'est possible que si vraiment on conçoit d'une certaine manière avec, là on est sur du monochrome sur la barre, le logo en monochrome également, tous les boutons, il y a une cohérence, donc voilà, on peut se permettre de faire ça. Rapidement, je pense que j'ai 3 minutes. On peut attaquer vite fait les petits bonus. Je vais juste vous montrer, quand on a conçu tous ces prototypes-là, comment on s'est organisé pour avoir une cohérence d'ensemble. Donc on a défini certains éléments clés du design. Là, typiquement, on s'est défini quelles seront les tailles de boutons, les types de boutons qu'on va rencontrer. On a essayé après de reprendre dans le prototype. Les couleurs utilisées, bon, ça c'est assez classique, mais ça permet d'avancer sans aller chercher forcément et d'avoir une cohérence dans les couleurs et surtout un sens. Les exemples de formulaires qu'on va retrouver. Donc ça a vraiment été fait avant de faire les protos. Système de grille classique. Classique ou pas, on verra avec Bertrand tout à l'heure. Les différents éléments de navigation, comment mettre en avant une alerte, comment mettre en avant des badges, des choses comme ça. Tout ce qui est texte. Et voilà, un code promo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai été super vite parce que je pensais que j'en avais beaucoup trop et en fait ça va, ça rentre dedans. Donc s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, si vous n'avez rien compris, il faut que je recommence. Mais là, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Donc vous avez un code promo pour ceux que ça intéresse qui veulent tester la plateforme de 30% offert par One to One English. Je vous écoute s'il y a des... Vas-y. Comment t'appelles ça? C'est pas mon cas avant, t'appelles ça un guide de style, non? Je lui donne pas de nom. D'accord. Comme un guide, alors, dans le genre. J'ai appelé ça documentation style. C'est un truc que vous avez laissé à plat comme ça ou c'est un truc que vous laissez... Ça en fait, c'est un outil pour regarder vidéo. donc le prototype a été fait sur Axure. Donc ça, sous Axure, normalement, on conçoit plutôt des formes très simples, sans style, sans rien. Là, comme on a déjà avancé sur le projet avec le client et qu'il avait vraiment besoin de voir un peu de visuel, on a pris le parti d'avancer directement sur le prototype avec des styles. Donc on a créé des styles dans Axure. Et au lieu de créer des placeholders tout gris comme on a par défaut, là on a des placeholders, des menus, des choses qui ont vraiment un sens, qu'on a créé à l'avance et qu'il faut réutiliser dans Axure. Ça prend pas très longtemps, hein, ça. En une demi-journée, j'avais fait les différents styles. Mais c'est pour avoir une cohérence et après, de toute façon, il y a un système d'aimant de grille dans Axure. Donc une fois qu'on a défini que tel élément, il y avait une marge de 10, un rythme vertical et machin, on les colle et puis c'est un gain de temps si on veut qu'il y ait un peu de design graphique. La V1 est sortie quand? Alors le projet, on est dessus depuis fin 2009-2010, donc j'avais déjà fait une conférence sur comment on avait avancé en termes de gestion de projet. Donc pour le refaire simplement, la première version c'était vraiment une startup qui se lance, il y avait un budget réduit,
Et on s'est dit, on fait le nécessaire pour qu'ils puissent vendre et commercialiser leur plateforme. La V2, c'était, il manque des choses, donc on va faire des itérations mensuelles, par exemple, sur une fonctionnalité, on avance, on sort une nouvelle fonctionnalité, on avance, comme la refonte de la réservation, ça c'est une fonctionnalité de la V2. Et en V3, on s'est dit, bon, maintenant on change complètement de cap. C'était plutôt la vision stratégique du coup. La V2, c'était des retours utilisateurs. La V3, c'est vraiment, on met en place une stratégie, on veut aller loin, donc pour ça, il faut refaire une nouvelle version qui inclut plein de choses. Donc là, je vous ai montré que la partie apprenant, mais il y a une interface pour les managers, pour les responsables RH dans les entreprises, il y a une interface d'administration, il y a une interface pour les professeurs, il y a une interface pour l'équipe CRM qui gère la relation client. Et toutes ces interfaces-là sont vraiment différentes et ont des fonctionnalités avec d'autres problématiques. Là, je suis juste sur la partie apprenant. En fait. Plus d'autres trucs. Pour les récits utilisateurs, il y a des cadeaux pour les questions. Allez-y. Non, vas-y. Vous avez mené des enquêtes auprès des utilisateurs externes? Alors, quand on a sorti la nouvelle version, les enquêtes de satisfaction étaient plutôt négatives. Et pour les anciens, par contre pour les nouveaux, c'était positif. Donc en gros, il y a des gens qui ont mal vécu le changement. Parce qu'avant, alors je ne sais pas si vous avez tous entendu la question. Je peux la reposer peut-être plus fort. Plus fort. Oui, comment vous avez constitué les récits utilisateurs pour savoir si les utilisateurs avaient besoin? Tu veux savoir du coup? Ah oui, non, ok. Est-ce que vous êtes contenté juste des feedbacks? Il y avait beaucoup de retours parce que quand on était sur la V2, c'était beaucoup de retours utilisateurs sur des choses qu'ils aimeraient bien. Donc quand on a fait la V3, on avait déjà un historique, une to-do avec plein de trucs à faire. Donc on n'est pas resté là-dessus. On a fait vraiment il y a eu à peu près 3 mois de boulot de spécification, prototypage, tout ça, pour savoir comment on allait mêler la stratégie avec les besoins internes de chaque service. Donc le service commercial avait ses besoins commerciaux, le service grand compte avait ses besoins pour des appels d'offres, la relation client a ses besoins. Donc on a mixé tout ça et on a pris en compte les besoins utilisateurs, mais pas indépendamment dans une stratégie globale en fait. Je pense que sa question c'est plus comment vous avez chopé ces trucs, si vous avez été voir des gens, si vous utilisez Intercom ou... Du coup il y a des gens qui sont en relation avec les clients, pour les grands comptes, pour les appels d'offres, tout ça. Il y a des gens qui sont au téléphone quasiment avec tous les clients, parce que le service client appelle les gens pour les aider à mettre en place leur formation. Donc déjà, on a beaucoup de retours comme ça. Et ensuite, il y a un service qualité qui envoie des questions à satisfaction, des choses comme ça, assez régulièrement. Donc ça, on a réduit ça grâce au feedback qu'on a mis dans la plateforme. Et tu sais comment ils les géraient? Ils utilisaient un CRM, ils utilisaient peut-être Zendesk ou... En fait, on a développé toute la partie CRM. Ah, c'est vous qui l'avez développé? Je pourrais vous le montrer. Je pense qu'on aura pas le temps. Donc après, la partie CRM, c'est vraiment... avant, ils faisaient ça à la main, c'est-à-dire qu'ils recevaient des mails, des notifs, ils classaient tout, ils comptaient à la main combien de personnes s'étaient inscrites, avaient fait ci, avaient fait ça. Et toutes ces données, on les a, donc on leur a fait des tableaux de bord clairs. Donc ce qui se passe là, pour le coach que je vous montrais tout à l'heure, je vais remettre juste ça, voilà, s'il vous plaît. Le coach que je vous montrais tout à l'heure, il y a une affectation qui se fait à l'inscription. Il y a des personnes qui contrôlent, qui réaffectent à des équipes CRM, qui réaffectent à des personnes. En fonction de la langue, par exemple, parce que l'équipe CRM qui gère les apprenants italiens, c'est pas la même que... Voilà. Donc du coup, il y a tout un truc vraiment sur mesure. On n'a pas toutes les fonctionnalités d'une application CRM classique, mais on en a plein d'autres qui sont propres à leurs besoins. Donc Bertrand, moi je suis le monsieur en rose, en fait, si tu cherches. Et c'est une équipe de combien Chez One-to-One One-to-One, ils sont à peu près une vingtaine au siège social. Après, il y a plein de professeurs, tout ça. Donc au total, je dirais moins d'une centaine, peut-être 80. Les professeurs, c'est un peu n'importe qui. Par exemple, moi-même, si je me sens... Non, c'est pas des particuliers. Les professeurs, ça va être déjà, c'est que des professionnels. Ça va être soit des professeurs qui sont en interne ici. Il y a différents professeurs qui sont là, qui aident au contenu pédagogique. Parce qu'en termes de gestion de projet, je travaille avec au moins 6 personnes en interne parce qu'ils ont tous leur spécialité. Après, ça peut être des freelances sur certains domaines, mais il y a des cas particuliers. Typiquement, il y a des clients qui vont demander des formateurs en anglais, mais ayant une expérience dans tel domaine ou ayant tel accent. Donc dans ce cas-là, ils n'ont pas tout le monde en interne. Enfin, du coup, ils les cherchent et puis ils les trouvent. Du coup, c'est un projet qui se traîne sur la durée, pas qui se traîne, dans le sens où c'est un vrai projet de long terme.
avec forcément beaucoup de design itératif, c'est ce que tu as pu largement illustrer. Comment est-ce qu'on arrive à instaurer facilement une relation de confiance avec son client en lui disant tu arrives avec un super projet, maintenant on va flaguer 80% de tes premières idées pour avoir un truc vraiment minimaliste et on va travailler ensemble et ça va être une vraie collaboration. Déjà au tout début, ils avaient le choix, soit de partir avec nous, soit de prendre une plateforme toute faite. Donc Laurent Zach, le PDG, s'est dit bon, on va partir dans du sur-mesure. Il ne savait pas forcément sur quoi il partait, mais aujourd'hui ils sont super satisfaits de ça. Même sur les retours de la V3, on a encore eu un super bon retour la semaine dernière, comme quoi les gens sont vraiment fans quand il y a des démos. Donc ça, déjà, ça aide le fait que ça fonctionne. Le fait qu'on soit capable de tout faire, peu importe les demandes, les appels d'offres et tout, on les canalise pour que ça ne devienne pas trop une usine à gaz dans la gestion, parce que tout ce qui est sur mesure qui change pour chaque personne, à gérer, c'est très complexe. Donc des fois, on a des problématiques pour tester tout ça, plein de problématiques, mais aujourd'hui, on a des solutions pour tous leurs problèmes. Donc en fait, la confiance, ça s'est fait toute seule. Après, sur la partie gestion de projet, ça a évolué. Avant, on était sur du forfait, sur des devis, c'était assez long. Mais il y avait un budget maîtrisé, parce que c'était sur des fonds propres. Après, ils ont eu une levée de fonds, là on a un peu changé, il fallait aller 2-3 fois plus vite. Donc nous, pour mettre une équipe en place, on a vraiment changé la manière d'avancer avec eux. Du coup, on avait quasiment des gens dédiés à ça durant cette période-là. Et ensuite, sur chaque itération, on met en place une équipe qui peut différer. Voilà. Et du coup, la confiance, par rapport à tout ce qui a été fait, et au retour, fait qu'il n'y a pas beaucoup de bugs. Enfin, il y en a de plus en plus, ce qui est un peu normal, parce qu'aujourd'hui, le projet est très très gros à gérer. Mais il n'y a jamais eu d'incident, par exemple, aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de soucis. Et dès qu'il y a des demandes un peu, je ne vais pas dire farfelues, mais des choses qui paraissent impossibles, on arrive à y répondre. Donc ça se fait tout seul. Donc dans l'équipe de 20 personnes au siège, il n'y a aucun développeur. Vous êtes exclusivement responsable de la partie technique. Ouais. Après, ils avaient géré une période la partie vraiment gestion de projet fonctionnel en interne. Maintenant, on le refait un peu avec eux. Donc même la partie spécification, conseil, ergonomie, développement, maintenance, hébergement, on fait tout. Et Wixi Web, vous êtes sur plusieurs compagnies comme ça des clients comme ça start-up En fait, nous, on a... alors là, c'est un peu le cas particulier. C'est une start-up qui a glissé vers la société qui a besoin d'applications métiers. Mais sinon, souvent, on a beaucoup de start-up, beaucoup d'applications métiers. C'est à peu près 80% de ce qu'on fait. Donc, toutes start-up ne font pas 1 million de chiffre d'affaires au bout de 2 ans. Ça, enfin, si, peut-être, je sais pas. Merci Arnaud. Si vous avez d'autres questions pour Arnaud, vous pourrez profiter de la pause de tout à l'heure. Et on peut peut-être appeler Arnaud.